Alors, tout d'abord, j'aimerais réagir sur les mots qui sont employés à travers cette question. C'est la question de la race. Je ne comprends pas très bien pourquoi cette terminologie se trouve dans la question, alors que pour moi, c'est un terme qui est quand même compliqué, qui est lourd de sens, d'histoire. Et il y a de la haine, de la violence derrière ce terme. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi il est repris dans la question. Je trouve qu'on pourrait employer des termes qui soient plus des termes, par exemple, comme je pense à morphologie, hein, assignation de genre associée à la morphologie, à la région d'où on vient, la culture. Enfin, moi, je trouve ça plus juste. Donc, pour répondre à la question, avez-vous vécu ou été témoin? Alors, je suis peintre. Hein. Je m'intéresse essentiellement à la figure. Donc, quand je suis passée de la représentation de modèles de type occidentaux à des modèles de type antillais, parce que je suis martiniquaise, mon travail a tout de suite été taxé d'identitaire par une commissaire d'exposition. Et je dois dire que j'en ai été un peu piquée quand même. Pourquoi? Parce que d'abord, je ne travaillais pas du tout sur des questions identitaires, hein, je travaillais sur le corps représenté. Et j'ai avancé mes arguments avec force. Hein, et elle insistait, quoi. Elle voulait ne voir mon travail qu'à travers ce prisme, le prisme de l'identité. La deuxième raison, c'est que je viens d'une région où l'attachement au lieu et au territoire est très fort et les revendications identitaires prégnantes. Et j'ai toujours voulu m'extraire de cette vue un peu étroite de la façon dont un peuple entre en relation avec l'autre. Donc me ramener à cela, pour moi, c'était un peu difficile. Bon, il se trouve que après, je me suis quand même intéressée à cette question. Et effectivement, le fait qu'elle ait posé ce problème m'a fait quand même réagir et me poser des questions sur ce que je suis et ce que je veux montrer de moi, sur quoi je veux travailler réellement. Et je dois dire que peut-être qu'elle avait un peu raison, au final. Elle avait un peu raison. Et parce que j'ai été amenée par la suite à travailler sur des questions d'oppression et de domination des peuples. Et du coup, oui, à ce moment-là, la qualification identitaire, je l'assume, parce qu'il a vraiment fallu que je parte pour traiter de ces questions de ma place, de mon endroit, de ma base. Donc de ce que je suis. Je suis martiniquaise, caribéenne, antillaise, enfin... Donc voilà. Alors, j'ai aussi envie pour répondre à cette question, de partir de ma situation de jeune fille dans le contexte caribéen, hein, d'où je viens. J'ai effectivement vécu et été témoin d'assignation de genre de la part des hommes qui, dès que j'étais en âge d'avoir des seins et des hanches, se sont mis à avoir un comportement que je qualifierais de prédateur
Il ne se passait pas un jour sans que je ne sorte de chez moi en étant l'objet de sifflements, de regards langoureux, de remarques totalement déplacées. Et quand bien sûr, c'était rare, hein, mais quand la situation le permettait, d'effleurements et je suis gentille. Et ce, de la part d'hommes qui, dans bien des cas, étaient des hommes d'âge mûr, donc en âge d'être mon père ou mon grand-père. Donc je vous laisse imaginer ce que c'est. Vous êtes dans la fragilité de l'adolescence, où vous vous construisez une identité. Et l'image que vous avez de vous-même est ébranlée dans cette période un peu compliquée. Et cette image, elle est mise à mal par des mâles en recherche de proies sur lesquels exercer leur virilité ostentatoire et envahissante. Et vraiment, c'est le lot de toutes les femmes là-bas. Vous êtes en permanence agressée du fait d'être une femme. Alors, il est vrai que les Antilles vivent une situation où le pluripartenariat est une composante essentielle de la vie conjugale. Et c'est érigé vraiment comme un art de vivre au masculin. Évidemment, quand vous êtes une femme, c'est plus un art de vivre. Là, vous subissez une réprobation sociale, mais vraiment très très forte. Je consulte mes notes. Hein. Alors, oui, alors je vous l'ai dit aussi que dans ces conditions, vous apprenez à vous méfier des hommes, à ne pas faire confiance. Donc il y a vraiment là un sentiment qui est ambivalent. Parce que d'un côté, vous voulez une vie de famille stable, vous voulez garder votre homme auprès de vous, mais par vos doutes, par votre méfiance, vous le poussez à l'extérieur. Donc il se produit là une sorte de cercle vicieux où les hommes ont cette propension à aller avoir une vie à l'extérieur du couple. Et vous les y poussez par votre méfiance. Donc je pense qu'il y a là un phénomène psychologique insidieux. Alors, il faut savoir que les Antilles vivent une situation où la matrifocalité est vraiment très imprégnée dans la société. C'est-à-dire que les hommes brillent par leur absence dans les fonctions paternelles et les femmes sont érigées un peu comme modèles. Elles ont un rôle qui est un peu sacralisé parce qu'elles élèvent seules leurs enfants et souvent avec l'aide de femmes de la famille. Alors, personnellement, je trouve que cette absence des hommes dans les fonctions paternelles est une faute morale et sociale majeure. Donc, je voulais aussi peut-être revenir sur le fait qu'il y a des études qui ont été faites pour expliquer cette défection des hommes.
Et souvent, on a été chercher du côté des pratiques esclavagistes. Et là, je pense au travail de Stéphanie Mulot, qui est sociologue. Il est vrai que durant l'esclavage, les femmes, quand elles avaient des enfants, ces enfants appartenaient au maître de la mère. Donc les hommes étaient totalement dépossédés de leur rôle de père. Stéphanie Mulot parle aussi du mythe du viol fondateur. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature antillaise. Simone Schwarzbart, Raphaël Confiant, Édouard Glissant en parlent aussi. Le fait que les femmes étaient systématiquement et de façon répétée violées dans les cales des bateaux en partance pour les Amériques, et ça continuait encore sur les plantations. Donc Stéphanie Mulot parle du fait que toutes les familles antillaises ont au moins une femme violée dans sa généalogie. Donc les femmes, elles mettaient au monde des enfants métis, mais à côté de cela, elles mettaient aussi au monde des enfants issus de l'union avec leurs congénères. Donc je vous laisse imaginer ce que ça produisait comme environnement dans les familles. Donc, Stéphanie Mulot dit aussi que le viol, c'est un acte de guerre qui détruit l'homme et anéantit la femme. Si les pères, le droit de filiation ne lui est pas reconnu, et il y a là une sorte de castration originelle à côté de l'homme blanc, mâle, dominant, il y a l'homme antillais impuissant. D'ailleurs, j'aimerais aussi revenir sur cette notion de blanc et de noir. C'est, enfin, pour moi qui suis peintre, c'est difficile de dire que quelqu'un est blanc ou quelqu'un est noir. Quand je traite une carnation de type occidental, hein, je vais dire, je dilue toutes les couleurs dans le blanc. Quand je traite une carnation dite noire, j'emploie toutes les couleurs sauf le noir. Donc pour moi, c'est une question de tonalité qui va du clair au foncé. Bon, ça me fait tout de suite penser aussi à cette exposition qui a lieu en ce moment au musée d'Orsay sur le modèle noir. Bon, j'avoue que j'ai vu l'exposition assez rapidement parce que je n'avais pas vraiment le temps. Mais je suis pas... Mais contrairement à d'autres, c'est vrai qu'on ressent un certain malaise quand même quand on est dans cette exposition. Parce qu'il y a une prise de conscience de la place qui est assignée au modèle noir. Mais je trouve que vraiment, c'est un parti pris qui est assez courageux, qui est celui de renommer ces œuvres avec un titre qui met en valeur justement ces personnes effacées, ces personnes oubliées, ces personnes non nommées. Et je trouve vraiment que c'est un acte qui est important. C'est une exposition qui fait polémique, hein, mais les polémiques, enfin, j'ai envie de dire, ont toujours fait avancer finalement les combats. Et c'est important. C'est important. Je pense aussi à elle en son temps, qui a fait aussi polémique. Bon, ben voilà. Ça...
Alors, je reviens à la question antillaise. Hein. Enfin, le pluripartenariat, ce n'est pas un problème en soi. Vous voyez, vous avez le droit d'avoir de multiples partenaires. Sauf que le problème, c'est effectivement à sens unique et que ça pose un problème de structuration de la famille. Les hommes, du fait de cette castration originelle, cherchent constamment à vérifier auprès des femmes qui sont bien l'objet de leur désir. Donc, d'où voilà, le fait qu'ils aient ce besoin finalement d'avoir de multiples partenaires. Voilà. Alors, à côté de l'acte de viol comme élément fondateur, on a aussi l'acte de désir comme élément fondateur. Et c'est la thèse qui est avancée par, on en parlait tout à l'heure, Frantz Fanon dans Peau noire et masque blanc, où là, il parle de métissage désiré, où les femmes recherchent donc on revient à l'esclavage, hein, recherchent les faveurs du maître, parce que c'est un moyen pour elles d'ascension sociale, ou d'ascension, pour avoir le sentiment, si vous voulez, de faire partie de cet espace identitaire plus favorable à elles-mêmes et à leur progéniture. Et elles utilisent, si vous voulez, les rouages du système esclavagiste à leur profit. Ce qui fait que on est là, enfin, pourquoi je parle de tout ça aussi, c'est parce que ça a aussi des occurrences, des conséquences sur la société actuelle. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire admettre ou à faire intérioriser par les Antillais qu'il valait mieux être blanc, enfin être clair, de peau claire, que finalement être de peau foncée. Et ce, d'autant plus que vous avez une caste de gens, comme on dit, de blancs créoles, qui viennent directement de la colonisation. C'est des descendants de colons, si vous voulez. Et c'est des gens qui ont une position sociale et une position économique prépondérante, privilégiée. Et ça, on l'a vu dans un documentaire qui est passé sur Canal+, Les grands maîtres de la Martinique, où on voit ces gens dans un entre-soi parler du fait, mais de façon totalement décomplexée, qu'ils ont réussi après plus de 300 ans, 400 ans, à préserver la pureté de leur race. Et ça, le documentaire, il est sorti, je crois, en 2009. Donc, c'est des choses actuelles. Ça, il faut le voir. Il faut vraiment l'entendre. Il faut en prendre conscience. C'est-à-dire, les pratiques, on a l'impression qu'il y a des pratiques colonialistes qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui. Ces gens parlent du fait que le métissage, c'est pas beau, c'est disharmonieux. L'esclavage a eu du bon. Les historiens ne retiennent
que les mauvais côtés de l'esclavage, mais l'esclavage a eu du bon. Donc, ils mettent en avant leur généalogie. C'est vraiment ignoble, c'est choquant. D'autant plus que ça s'est fait à un moment où la Martinique, parce que là, le documentaire concernait la Martinique. La Martinique vivait une période de trouble. Ce qu'on appelle aujourd'hui les gilets jaunes, nous, on les a vécus là, à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était une période de blocage de l'économie et ces troubles sont venus, comme ici, de la hausse du prix de l'essence. Donc ça a été une bombe. D'autant plus qu'on voyait ces gens dans les ministères, ils ont leurs entrées, soutenus par le pouvoir, par l'État. Ils raflent toutes les subventions européennes. Ils ont la mainmise sur l'import-export, ce qui fait qu'ils imposent des prix extrêmement élevés sur les produits de première nécessité, mais sur d'autres encore. Ils asphyxient la population réellement. Et par-dessus se calent ces questions liées, comme vous dites, à la couleur de peau, à la race en quelque sorte, parce qu'ils l'emploient ça. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment un problème et on a à entendre cette histoire, on a à voir qu'il y a encore des pratiques non dites qui sont à l'œuvre dans la société actuelle. Alors, je dois dire que toutes ces questions sont au centre de mon travail. Je travaille sur l'archive comme mémoire. Je m'intéresse à des questions sociétales à travers le prisme de l'histoire. J'ai un positionnement artistique qui vise à proposer un regard sur toutes les formes de domination, d'oppression et d'anéantissement des peuples. Donc génocide, ethnocide, colonialisme, postcolonialisme, enfin voilà, toutes les formes de discrimination, de genre, liées à la culture, et tout ce que vous citez, et toutes les politiques qui visent à accroître ces discriminations. Alors j'ai travaillé sur des archives familiale et personnelle, à travers des photographies vernaculaires où je pose la question de la mémoire et du temps, en confrontant l'image photographique à la peinture et en mettant en avant ces présences qui nous habitent. Par ce premier travail, j'ai tiré le fil de l'histoire familiale. Je me suis donc intéressée à des pans de l'histoire des Antilles, pas nécessairement mis en valeur par l'histoire officielle, mais restés très vifs dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu et dans l'inconscient collectif des populations. J'ai entrepris un certain nombre de recherches sur la période de Vichy aux Antilles, et notamment sur la personnalité de l'amiral Robert, dépêché de 1940 à 1943 à la Martinique pour y appliquer les préceptes de l'idéologie nazie dans le contexte antillo-guyanais. Donc,
de ce premier travail est née une série, L'Amiral, où je présente ce personnage politique dans une approche qui vise à interroger le passé au présent. Étant donné que je travaillais sur la période de Vichy, je me suis donc rendue au mémorial de la Shoah. Et là, en fait, j'étais mais vraiment très surprise d'apprendre que, à côté du génocide du Troisième Reich, il y a eu un génocide du Deuxième Reich perpétré par l'Allemagne à l'encontre des peuples de Namibie, les peuples Herero et les peuples Nama. Je n'étais absolument pas au courant de cette histoire. J'ai interrogé les personnes autour de moi et personne n'était au courant du fait qu'il y avait eu un génocide qui est considéré quand même comme étant le premier génocide du XXe siècle. Donc je me suis dit, mais je ne peux pas laisser passer cette histoire. J'ai ressenti un besoin vraiment de m'emparer de cette question. Il y a eu quand même 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama qui ont été exterminés. Donc il y a vraiment une manipulation de l'histoire et du pouvoir d'État qui mettent en avant les événements qui glorifient l'État, glorifient le pouvoir en place, mais qui met sous le tapis, qui cache les événements un peu plus problématiques quand cela est possible. Donc, enfin moi, personnellement, ça m'a énormément choquée. Donc, la question est, comment représenter des événements de nature traumatique en lien avec la mémoire collective, comment amener sur le champ de l'art des questionnements liés au post-colonialisme. Je réponds à cette question dans un diptyque Soulèvement, où je représente ce chef Herero, Samuel Mahero, et ses conseillers. Alors, c'est une photo d'archive, hein. Je suis partie d'une photo d'archive. Et j'aimais beaucoup cette photo parce qu'elle représente ce groupe de personnages, hein, dans une posture un peu de défi. Et ça m'a semblé très intéressant parce que j'ai voulu décontextualiser le groupe et le replacer dans un intérieur bourgeois qui est le lieu du pouvoir, si vous voulez. J'ai travaillé aussi sur cette communauté de métis, les basters, donc les bâtards, qui est issue de l'union namibienne avec les Néerlandais venus du Cap. Et sur une photo, on voit ces jeunes filles, donc ce sont des adolescentes, qui ont été choisies par les colons allemands pour servir d'épouses parce que leur apparence physique, leur morphologie se rapprochait davantage de ce qu'ils connaissaient, donc la morphologie occidentale. J'ai travaillé aussi sur des crânes. Il faut savoir que
il y a eu des expériences qui ont été faites sur des squelettes, enfin sur des corps de Namibiens, et on voit sur des photos un médecin, qui était le médecin du Deuxième Reich, Fischer, qui demande à la population locale de gratter, et on voit ces gens gratter les corps pour en extraire les chairs, pour que ces squelettes soient envoyés en Allemagne dans le but de faire des recherches scientifiques et des tests pour prouver la supériorité de l'homme blanc. Et ces tests ont été repris par Hitler, et ça on ne le sait pas. Voilà, il s'est appuyé là-dessus pour construire son idéologie de haine. Et d'ailleurs, Fischer a formé Mengele, qui est le médecin du Troisième Reich, et d'autres médecins encore. Donc ça, j'ai voulu aussi travailler là-dessus. Alors, à travers cette recherche, je pose la question du positionnement de l'artiste face à des événements de nature traumatique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore à ce sujet ? Oui, alors, je pose aussi la question de la dimension politique et historique de l'œuvre d'art. Et là, je pense à Paul Ricoeur, qui dans son livre, que je retrouve le nom du livre, La mémoire, l'histoire et l'oubli, parle d'un nécessaire travail de mémoire qui autorise le deuil. Je veux dire, je ne m'intéresse pas à toutes ces questions dans le but de demander des comptes ou de mettre face, oui, de mettre face à une histoire, oui, mais c'est pas dans le but d'un enfermement, si vous voulez. C'est vraiment dans le but de voir ce qui a été et de sortir aussi de cela. C'est pour ça que le positionnement de Paul Ricoeur m'intéresse, parce qu'il donne à l'oubli la place qui permet à la mémoire d'être heureuse, si vous voulez. Et je pense aussi à Édouard Glissant, qui parle d'une crise identitaire salutaire. Mais cette crise identitaire, et c'est là que ce positionnement est intéressant, ne peut se faire que par cette nécessaire ouverture sur le monde qui nous entoure. Dans son traité du tout monde, il invite les Antillais à passer d'une certaine forme d'antillanité au tout monde. Mais avant cela, ils doivent délaisser ce discours autodestructeur qui les maintient dans une espèce de ghetto identitaire à racine unique, et s'ouvrir à des identités ou à une identité à racines multiples, donc rhizome. Il questionne la créolisation globale du monde en proie au phénomène de mondialisation, contrairement à Aimé Césaire qui, lui, a développé cette question de négritude, bon, nécessaire. Je pense que c'est un penseur qui est vraiment très important pour la cause anticoloniale. Mais c'est vrai que le travail d'Aimé Césaire renvoyait plutôt à une Afrique un peu fantasmée.
le fait est que, de par notre situation géographique, on est au centre des confluences américains, occidental, français, hindou, parce qu'on a eu quand même une très forte population hindoue. Enfin, maintenant, on ne peut plus dire indienne, puisque grâce à Christophe Colomb, ce terme indien a été spolié, si vous voulez, parce que lui, il recherchait l'Inde, il s'est trouvé qu'il est arrivé en Amérique, donc il pensait que c'était l'Inde, donc c'est resté indien. La population indienne locale, donc les Arawaks en Martinique, qui ont été aussi exterminés, il n'en reste pas un. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc je parlais d'Édouard Glissant, non? Voilà, oui, voilà, d'Édouard Glissant. Et voilà, le fait que Aimé Césaire a beaucoup travaillé sur cette question d'identité, mais d'identité vraiment liée à l'Afrique. Moi, j'ai fait aussi ce retour en terre africaine. Mais je suis désolée de le dire, mais ça a été le désenchantement. Hein, je pense aussi à toute cette population juive qui fait aussi ce retour vers Israël. On n'a plus rien à voir. Je veux dire, c'est pas notre... Enfin, c'est une partie de notre culture, mais c'est pas toute notre culture. Je veux dire, il faut voir les choses en face. On est plus multiple que cela, plus ouvert, plus... voilà, on a cette identité multiple. Alors, oui, je disais que je parlais de cette identité rhizome, oui, et en fait, moi, profondément dans mon travail, j'essaie de comprendre cette identité rhizome. J'essaie de la comprendre en tournant l'archive qui, de par son origine, est liée au passé, vers l'avenir. Et j'essaye de donner, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, c'est de, comme je travaille sur le passé et le présent, forcément il y a une tension, une résistance entre ces deux temps. Et je mets en avant cette tension dans mon travail, en donnant l'impression de tirer ces personnages du fond de l'histoire. Je cherche constamment la distance juste avec mon sujet, par le geste, par la trace. La matière devient une matière à penser l'histoire. Je travaille sur le temps de la mémoire, le temps du médium, le temps photographique, le temps présent déplacé dans le temps présent, le temps présent déplacé dans le temps de la peinture, en quelque sorte. Il me semble que vraiment la mémoire, c'est quelque chose de malléable, la mémoire n'a rien à voir avec la fixité, celle de la photo. Vous voyez, quand on travaille sur des documents d'archives ou quand on travaille sur la mémoire, on regarde ce qui a été avec ce que l'on est aujourd'hui. Avec notre identité, avec notre parcours. Donc, la mémoire n'a pas grand-chose à voir avec le passé. Si, oui, mais c'est elle est en constant mouvement et elle se réinvente tous les jours.
En fait, moi, ce qui m'interpelle dans ces chiffres, c'est le recul. Comment ça se fait qu'en 2015, on a 28% de parts et ce chiffre tombe à 12% en 2016? Enfin, c'est bien d'annoncer des chiffres, mais c'est vrai que moi, j'ai envie de retourner la question. Comment ça se fait que la visibilité des femmes, qui vraiment est très faible, mais tombe aussi bas en 2016? Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, à part que moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un recul généralisé du point de vue de la société. En fait, il y a recul sur les droits sociaux, recul sur le droit du travail, recul sur la prise en charge des soins aux personnes, l'écologie. Enfin, sur tout un tas de thèmes, on a l'impression effectivement qu'il y a un recul. Et forcément, enfin, moi ce que je dis, c'est que la société va mal. Elle va mal, cette société. Hein? Et quand ça va mal, c'est forcément les minorités, hein, qui en font les frais les premiers. Moi, moi, je voudrais m'engager sous d'autres combats qui ne sont pas ceux de mon clan. Mais on ne me laisse pas la place de le faire. Nous, les femmes, on est obligées d'aller au combat. On est obligé de porter des revendications fortes, parce qu'on ne le fait pas pour nous. Enfin, je ne sais pas si je fais partie de ce combat, quel est mon rôle. Mais en tant que vraiment artiste, il faut qu'on fasse attention à ces questions. Et c'est vrai que naïvement, avant ce programme d'Her Story, je savais qu'il y avait une inégalité, hein, dans la société, mais savoir quelque chose, ce n'est pas en prendre conscience. Vous en prenez conscience quand vous avez le désir que les choses changent. À ce moment-là, oui, la prise de conscience est effective. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour changer cette visibilité? Bon, je crois qu'il y a des personnes plus informées, plus calées que moi, qui ont répondu à cette question. En tout cas, je trouve que enfin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il faut le dire, il faut faire ce qu'on peut faire à la place qu'on occupe pour que les choses changent. Et ça passe aussi par, avant tout, les lieux de formation. Alors moi, je suis formée par les Beaux-Arts de Versailles. Et d'ailleurs, à ce propos, un jour, le directeur m'avait dit que mon travail était géographique. Je trouvais ça très élégant. Je sais pas, ça me vient comme ça. Géographique, très très élégant, oui. Non, très sincèrement, c'est aux écoles de ne pas reproduire, si vous voulez, les stéréotypes liés au travail des femmes et d'éduquer sur ces questions. Ben forcément, l'éducation, elle doit se faire aussi dans les familles, hein, avant tout, nous, les hommes et les femmes qui éduquons les futurs de demain. Donc on doit les sensibiliser à ces questions. Oui. Il me semble être féministe ou porter un féministe de naissance. Je veux dire, les enfants, quand ils naissent, ils ont cet élan naturel vers l'autre. En fait, ils ne pensent pas l'autre comme étant autre, ils pensent l'autre comme étant un prolongement d'eux-mêmes. Donc il y a cette
voilà, propension naturelle à l'égalité. Donc, les inégalités entre hommes et femmes, ça vient de la société, ça vient de l'éducation, ça vient de l'institution qui reproduit des stéréotypes. Mais la question du féminisme, je pense que c'est une question qui est très très importante. D'autant plus qu'il n'existe pas qu'un féminisme, il y a des féminismes. Et c'est notre responsabilité de se former. Enfin, moi, j'en suis là, à me documenter, à suivre des colloques, tables rondes, à participer à ce programme, Her Story, à écouter des artistes, des activistes, des théoriciens, à lire. Il faut lire. D'ailleurs, j'ai été au centre de documentation de Malakoff, qui était recommandé par Julie Crène. Donc, j'ai ramené un certain nombre d'ouvrages. Et je trouve que c'est notre responsabilité aussi que de nous informer, de nous documenter. Et c'est important. Se dire féministe, en tout cas, si je pense l'être, on l'est naturellement, parce que le féminisme, c'est quoi? C'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, avant tout. Mais après, il y a différentes formes. Et peut-être que je ne me reconnais pas non plus dans toutes les formes de féminisme. Il y a autant de féminisme qu'il y a, par exemple, de positionnement politique. Je veux dire, pour se construire une conscience politique, on est obligé d'acquérir une culture politique en s'intéressant vraiment à ce qui est proposé. Ben, c'est pareil pour le féminisme. Hein? Il faut se former à la question féministe. Ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas naturel. Donc, je ne sais pas pourquoi je pense au deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Oui, je pense qu'elle porte... En fait, pourquoi j'y pense? Parce qu'elle posait la question féministe au même niveau que la question des autres droits, si vous voulez, liés aux discriminations économiques ou raciales, etc. Et c'est vrai, moi, ça a été une découverte, en fait. Parce que les discriminations, jusqu'ici, j'avais l'impression que c'était vraiment des discriminations entre gens à tonalité plus foncée ou claire. Et j'ai découvert que dans le milieu féministe, en fait, les femmes vivaient exactement la même chose que nous. On vivait à notre place, de gens, de cultures différentes. Pour moi, ça a été une découverte, vraiment. Je ne pensais pas. Vous voyez? Donc vraiment, je crois qu'il faut qu'on se forme sur ces questions, profondément.